Pot pourri. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Le pot pourri, ici, désigne des réflexions qui souvent n'ont aucun rapport entre eux. Jean Gabin disait « La capacité de parler plusieurs langues est un atout, mais celle de fermer sa gueule est inestimable. » C'est-à-dire بالدارجة ديالنا شد لسانك يعلى شانك. Alors je vais désobéir à Gabin et ouvrir mon clapier. Philippe Cavrivière avait dit à l'antenne « Les politiciens sont bardés de diplômes, une intelligence vive et beaucoup de prestance. » Résultat, 3 000 milliards d'euros de dette. N'est-il pas temps d'élire un con? Faudrait quand même essayer. Les Américains l'ont fait, et maintenant, ça fait des étincelles. On dit que parfois, ce sont les gens les plus proches de vous qui sont les plus dangereux. Je voudrais bien remplacer ce parfois par toujours. Les vieux disent aussi que les jeunes gaspillent leur jeunesse. Moi, je ne suis pas d'accord. La jeunesse doit être vécue d'une manière ou d'une autre. Je crois plutôt que c'est les vieux qui gaspillent ce qu'il leur reste de temps à conseiller les jeunes, qui d'ailleurs n'écoutent rien ni personne. L'héritage doit en principe être divisé entre les membres de la famille. Et pourtant, c'est toujours l'héritage qui divise la famille. Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Et moi, je vous dis, un ami ne se perd pas de vue, un ennemi encore moins. Il faut souvent toute une vie pour construire une réputation. Et parfois, juste un instant pour la détruire, peut-être une seconde. Mourir pour une cause ne fait pas forcément que cette cause soit juste. Et si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Aujourd'hui, moi, je ne marche qu'avec ceux en qui j'ai une entière confiance. Voilà pourquoi je suis toujours seul. Un jour, dans un monde où les fins heureuses n'existent pas, le nôtre bien sûr, ce monde est devenu tellement fou, tellement tordu aujourd'hui, que si des aliens enlèvent une personne, on ne peut pas considérer cela comme un kidnapping, mais plutôt comme un sauvetage. Cette distorsion de l'esprit humain remonte à des siècles. Et cela s'est développé graduellement au rythme de l'évolution sociale. On ne voit que deux choses chez les gens. Ce que l'on veut voir et ce qu'ils veulent bien montrer. Et il me convient d'être avec les peuples qui meurent. Je vous plains d'être avec les rois qui tuent. Victor Hugo. Avec une phraséologie pareille, on a tendance à penser que l'auteur de Notre-Dame de Paris était très touché par la misère du pauvre monde, surtout après l'œuvre des Misérables. Toutes ces apparences de bonne écriture et de bonne citation ne laissent aucun doute sur la bonne foi de l'auteur. Mais alors, pourquoi a-t-il laissé tomber la pauvre Léonie à son funeste destin, dont il, rappelons-nous, était complice au premier degré? Père de France et membre éminent de l'Académie française, Victor Hugo avait ses entrées auprès du roi. Pourquoi a-t-il laissé sa maîtresse aux prises avec les sbires de la justice? Pourtant, ils ont été pris en flagrant délit d'adultère tous les deux. Victor Hugo n'a sauvé que sa peau, pas celle de la pauvre Léonie. Et il a accepté qu'elle paye de sa personne pour lui aussi. Il a dû se dire que lui était important, pas elle. Vous savez, à mon âge,
j'en suis arrivé à un doute colossal, aussi bien sur les hommes que sur les institutions. Pour les institutions, je vous donne un exemple entre des milliers. Je vous livre 3 petites histoires, prises au hasard des lectures. 3 histoires pour voir la justice dans ses œuvres. Et dites-moi ce que vous en pensez. Il n'avait que 14 ans quand ils l'ont mis sur la chaise électrique pour un crime qu'il n'a pas commis. Faut dire qu'il n'est jamais bon d'être noir en Amérique. Il s'appelait George Staney. George a été accusé d'avoir tué 2 fillettes blanches en 1944. Le procès dura 2 heures seulement. La peine de mort et le verdict pour un enfant. Le jury entièrement composé de blancs. Et la délibération s'est faite en 10 minutes. Les parents de l'enfant n'ont même pas été autorisés à assister. Interdiction d'entrée. Après le procès, ils ont été chassés de la ville. L'enfant était abandonné à son sort. Il a passé plus de 2 mois en isolement, jusqu'au jour où ils l'ont amené sur la chaise. Il est mort d'une manière atroce, sans aucun soutien. 70 ans après, un juge un peu plus honnête que les autres a reconnu l'erreur judiciaire. L'arme du crime pesait plus de 19 kilos. L'enfant n'était même pas capable de la soulever. Au fait, Stephen King s'est inspiré de cette sombre et horrible histoire pour écrire La Ligne verte, portée à l'écran avec Tom Hanks et Michael Clarke. Vous voyez? Un homme en Amérique, un noir bien sûr, a passé 20 ans en prison pour avoir tué sa femme. Marcus Holloway, en l'an 2000. Père de famille, il rentre de son travail de nuit et ne trouve pas sa femme. Paniqué, il appelle la police. Les soupçons se focalisent sur lui, surtout que son voisin le charge en disant avoir entendu une violente dispute entre le couple. Il y a aussi les clés et le portefeuille de sa femme cachés dans une caisse à outils lui appartenant. Concernant un noir en Amérique, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Coup de théâtre. En 2021, le voisin soupçonné de vente de drogue, la police perquisitionne et découvre une porte dérobée menant au sous-sol. Et dans ce sous-sol, il trouve une femme vivante, enchaînée depuis 20 ans. Comme je disais, il n'est jamais bon d'être noir en Amérique. Saviez-vous qu'au plus fort de la ségrégation, la simple possession d'un lopin de terre prospère pourrait être un arrêt de mort pour un noir américain? En 1944, Isaac Simmons, fermier noir, est assassiné d'une manière ignoble à Amity County, au Mississippi. Son crime, c'est d'avoir hérité de sa famille 270 acres, à peu près une centaine d'hectares. Pour un noir, c'est énorme. Cette terre était prospère. Et cela ne convenait pas aux voisins blancs qui ramaient pour survivre. Le fils de Simmons avait reçu un ultimatum anonyme. Vous avez 10 jours pour quitter votre terre. Cette lettre était l'œuvre de 6 hommes blancs qui ont décidé de voler cette terre par la violence. Et cela n'était un mystère pour personne. Après l'ultimatum, ils ont lynché Simmons. Et pour le finir, ils l'ont abattu de 3 balles dans la tête. Et lui ont aussi
tranché la langue pour imposer le silence à sa famille. Après ça, toute la famille a fui, sachant très bien qu'aucune loi ni aucun shérif ne les protégerait. Cette terre était dans leur famille depuis 1887. Des histoires de ce genre, il y en a à la tonne. Suffit de demander. Parfois, j'ai envie de prendre tous les miroirs du monde et les jeter à la mer, pour ne pas voir le bipède que je suis et qui fatalement reflète tous les aspects de notre espèce. Si vous saviez, ou si vous voulez vraiment voir l'hypocrisie de la société, lisez L'étranger de Camus. L'homme est tellement hypocrite que bizarrement ceux qui prônent la paix sont souvent les premiers à appuyer sur le bouton. Toujours dans le même ordre d'idées. Mais je saute du coq à l'âne, en suivant les tares de l'homme, bien sûr. Israël a toujours reproché 6 millions de morts à l'Allemagne pendant la Shoah, hommes, femmes et enfants. Et la RFA, Allemagne de l'Ouest, a commencé très tôt à payer à Israël les dommages faits aux Juifs de 1933 à 1945. Et ceci pour ne pas être sali par une propagande cinématographique israélienne. L'Allemagne a payé et n'arrête pas de payer. Encore et toujours. Et jusqu'à présent, elle paye. Ce qui a fortifié la puissance militaire d'Israël. Si j'étais un leader arabe, je ne signerai jamais la paix avec Israël, parce que nous leur avons pris leur terre. Ceci est une phrase mémorable de Ben-Gurion, le père de l'État d'Israël. Et quand un chef d'État européen, dit à qui veut l'entendre qu'Israël a le droit de se défendre, alors qu'il sait pertinemment que c'est Israël l'agresseur. La mauvaise foi ici n'est pas qu'apparente, elle est complètement absurde et démontre clairement que ce chef d'État est un véritable paillasson d'Israël. Cela démontre aussi à quel point l'Europe est soumise au diktat d'Israël, qui tient sous sa coupe tous les dirigeants occidentaux, avec certainement des vidéos et des preuves irréfutables dans des délits sexuels ou autres, qui les obligent à faire profil bas devant l'entité sioniste. Le Premier ministre espagnol, le président de la Colombie, le président de l'Afrique du Sud ou celui du Brésil ne trempent pas dans des actes illégaux, obscurs et dans des scandales de pédophilie. Donc Israël ne peut exercer aucun chantage contre eux, comme celui qu'elle exerce contre Trump et Macron, pour ne citer que ces deux-là. Voilà pourquoi l'Espagne, la Colombie, l'Afrique du Sud et le Brésil dénoncent sans peur et sans reproche le génocide de Gaza et pas les autres. Si Israël interdit sous peine de mort aux journalistes l'accès à Gaza, c'est justement pour une raison bien évidente. Tuer et encore tuer dans le calme et la tranquillité. Exactement comme le faisaient les nazis dans les camps d'extermination. N'oublions pas qu'à part les tueries de civils et des enfants, Israël a ciblé à la première heure tous les journalistes à Gaza. Plus de 200 sont morts exécutés par des snipers et dans des bombardements ciblés au missile. Et devant ce massacre orchestré, l'Occident se tait et détourne honteusement le regard. Non seulement ça, mais aussi il participe activement en fournissant armes et munitions pour tuer des enfants. Qui se sent morveux se mouche. Le Palestinien Elias Sambar, journaliste, militant pour la paix, connu et reconnu par tous les médias du monde, diplomate, homme politique, poète et traducteur, écrivain et historien. Il a travaillé pour l'université de Princeton, comme Einstein,
Il a écrit, entre autres, Palestine 1948. Il a écrit aussi l'expulsion, les Palestiniens dans le siècle, Palestine le pays à venir, le bien des absents, etc. En parlant d'Israël, il a dit ceci. C'est des criminels, il n'y a pas d'autre terme. Et ce sont des gens qui vont aller jusqu'au bout du crime de génocide. Et je ne crois pas que le monde va les arrêter, car ils sont couverts par un grand parrain. Désolé d'utiliser un langage d'habitude réservé aux mafieux. Les États-Unis fonctionnent comme une bande mafieuse qui couvre tous les crimes et qui avale toutes les couleuvres. Et ceci pour la simple raison qu'ils sont les otages de leur propre perversion. Fin de citation. Ari Ben Mennesh, homme d'affaires israélien au passé trouble, ancien du Mossad. Il affirme qu'Israël exercerait un chantage systématique sur les États-Unis en lien avec l'affaire Epstein. Je le cite. « Je pense que le gouvernement américain est piégé par les Israéliens. Jeffrey Epstein est l'un de leurs instruments pour les piéger. » Et il ajoute, Bill Clinton, le président Bill Clinton et Ehud Barak ont rencontré Yasser Arafat dans les années 90. Et il n'y a eu aucun accord de paix. La raison est la suivante. Ils ont été victimes de chantage par Epstein. Ehud Barak était lui aussi un ami d'Epstein. Et lui aussi a été victime de chantage, ainsi que Clinton pour ne pas donner suite à un accord de paix. Donc le Mossad a utilisé Epstein pour stopper l'accord de paix qui se dessinait avec Arafat. Et moi je vous dis, les sionistes peuvent en cas d'échec renverser l'échiquier et advienne que pourra. J'ajouterai pour ma part que le Mossad et le Shin Bet détiennent sur eux des preuves incontestables qui peuvent briser leur carrière et peut-être même leur vie, tout comme Jeffrey Epstein. Ce dernier, trop de recoupements le désignent comme étant un agent du Mossad, ainsi que sa rabatteuse Diane Maxwell. Tous les deux étaient en mission pour le Mossad, afin de compromettre autant de leaders internationaux dans des pratiques perverses et criminelles, pour ensuite les soumettre à un chantage quand le moment sera venu. Et ce moment est d'actualité, avec pratiquement tout l'Occident, à commencer par les États-Unis et la France. Ils étaient filmés à leur insu dans des soirées hardes avec des mineurs. L'idée était de les compromettre pour pouvoir exercer sur eux, le moment venu, un chantage, pour qu'ils défendent les intérêts d'Israël, quel que soit le cas. En 2005, à Palm Beach, Epstein était le voisin de Trump à Miami. Et il n'était pas seulement voisin. Ils étaient amis aussi. Tout commença par un coup de fil d'une femme à la police qui leur déclare « Ma fille de 16 ans est sortie du collège et m'a affirmé qu'elle et ses camarades de classe 3 ou 4 vont masser un riche homme d'affaires dans sa maison à Palm Beach. » Le coup de fil de la dame, ainsi que toute l'investigation qui va suivre par la suite, était enregistrée, parce qu'il s'agissait d'un homme riche et puissant. L'enquête qui a été faite l'a été d'une manière très discrète. Je vous épargne les détails sordides de cette affaire. Pardon. Sachez seulement qu'Epstein, qui aurait pu être condamné à plus de 40 ans de prison ferme, n'a écopé grâce à la crème des avocats qu'il s'est payé qu'à 18 mois de prison via IP.
dont il n'a fait que 13. Et encore, grâce à sa fortune et aux interventions des uns et des autres. Il avait bénéficié d'un régime spécial. Sa porte de cellule était toujours ouverte. Et il recevait qui il voulait à n'importe quelle heure. Et en plus, il pouvait sortir dehors pendant 12 heures pour gérer ses affaires. 12 heures par jour, bien entendu. Les détectives et les magistrats se sont toujours demandé d'où venait la fortune d'Epstein. Et ils n'ont jamais su que cet homme était en mission et l'origine de sa fortune, c'était les Rothschild et Israël. Il fallait qu'il soit très riche pour pouvoir pervertir les gens de pouvoir. Prenez Regine Zilberberg, célèbre gérante des boîtes de nuit de la Jet Set entre Londres, Paris et New York. Proche de Shimon Peres, l'ancien Premier ministre d'Israël. Elle était financée par les Rothschild et Israël. Ces boîtes de nuit étaient en vérité des pièges à cons. Le rôle de Régine, qui elle aussi était en mission pour le compte d'Israël, son rôle était de surveiller et sélectionner les élites qui fréquentaient ces établissements afin de les tamponner. Tamponner, terme usuel dans le jargon de la CIA du KGB. Les tamponner avec bien sûr des pin-up et après les amener à des pratiques perverses. Netanyahou n'est pas qu'un criminel qui, pour rester au pouvoir, n'hésite pas à provoquer une hécatombe. Avant le 7 octobre 2023, il était au bord du précipice, poursuivi par la justice de son pays pour corruption. Il était à 2 doigts de la destitution. Quand l'incursion des groupes du Hamas le 7 octobre 2023 lui sauva la peau. Étrange coïncidence, vous ne trouvez pas? Pour éloigner la justice de sa personne, il provoqua le génocide qui est en cours depuis 2 ans. Mais dans cette affaire, il n'est pas tout seul. Il fait activer les leviers qu'il détient sur ses vassaux. Par exemple, l'oncle Sam, en la personne de Trump, qui se cache derrière lui, qui l'arme, qui le soutient financièrement, ainsi que l'Europe qui détourne ou qui baisse les yeux pour ne pas voir l'horreur. Et l'ONU, le rouge au front, paralysé par sa faiblesse et sa dépendance envers les États-Unis. Et puis aussi, certains États arabes complices qui semblent dire, mais qui ne disent rien. Comment on peut devenir cruel quand on nous donne le droit? C'est la crasse atavique ancestrale, tapis au fond de chaque individu qui fait surface et qui s'étale avec brutalité. On appelle ça la guerre. Et au nom de celle-ci, on fait tout et n'importe quoi. Mais en vérité, ce n'est que de la folie furieuse. C'est vrai que la bêtise est toujours cruelle. Vous savez, la guerre, l'assassinat et le meurtre est un besoin fondamental chez l'homme. On a trouvé des pointes de flèches en pierre dans la cage thoracique des hommes préhistoriques. Je pense qu'il y a un chien qui sommeille en chacun de nous. La guerre ne se contente pas de dévorer des nations et des empires. Elle n'efface pas seulement des villes et des frontières. Avant tout, la guerre dévore des êtres humains. Et ceux qui payent le prix fort et le plus lourd tribut, ce sont souvent les plus jeunes, les plus vulnérables, ceux qui n'ont rien décidé. C'est fascinant de voir que l'être humain, qui est un produit d'une évolution de 3,5 milliards d'années, et qui reste quand même aussi con que crétin. L'esprit humain est tordu à un point inimaginable. Chaque fois quand il atteint le fond, il découvre d'autres profondeurs. Un exemple.
on ignore une personne vivante, mais on promet à son cadavre de ne jamais l'oublier. Cela, bien sûr, va lui faire une belle jambe. De tout ça, moi j'ai appris que les relations toxiques coûtent beaucoup plus cher que la solitude. Et que parfois, souvent même, mieux vaut être seul que mal accompagné. Si vous saviez à quelle vitesse on vous oublie après votre mort, vous ne vivrez plus pour plaire aux autres. Vous vivrez pour vous et uniquement pour vous. En y réfléchissant, je trouve que c'est triste et dramatique pour les animaux de cohabiter avec 8 milliards de demeurés. Autant dire que la civilisation, notre civilisation, n'est finalement qu'un caprice des circonstances. On est arrivé aujourd'hui à se haïr les uns des autres. On se massacre entre nations. On se massacre à l'intérieur de la nation. On se massacre entre religions, entre clans et même entre familles. Et pire que ça, on se massacre à l'intérieur d'une même famille. Ce n'est pas la vie, ni les affaires, encore moins le travail, ni la distance qui sépare les gens. C'est surtout l'hypocrisie, la trahison, le manque de respect, la méchanceté, l'opportunisme et l'égoïsme. La panoplie est complète. Dans l'œuvre de Kafka, Lettre au père. C'est une lettre écrite à son père en 1919, qui n'a jamais pu la lui remettre. Dans cette lettre, on y retrouve un peu l'idée de l'œuvre Le Procès. Un homme dans la peur de l'autorité, tout le temps dans la culpabilité, s'excusant même d'exister. En lisant cette lettre ou Le Procès, on a nettement l'impression qu'il relate notre époque actuelle, pas la sienne. Plus d'un siècle nous sépare de lui. Et il décrivait déjà nos turpitudes et ce qu'on vit au quotidien. La pression de la société, l'absence de morale, la peur constante de tomber sous les coups des lois pour un oui ou pour un non, la crainte du lendemain, et sans oublier cette inoubliable phrase. J'ai honte quand j'ai réalisé que la vie est un bal masqué et que j'y avais assisté jusque-là avec mon vrai visage. Le mensonge est partout. Il est partout dans l'humanité. Aucun de nous n'en réchappe. La preuve, si quelqu'un vous demande comment allez-vous, vous lui répondez, ça va bien. Alors que tout va mal pour vous. Soit pour vous débarrasser de lui, soit pour faire une réponse polie usuelle. Vous dites bonjour à votre voisin. Alors que lui mordre le nez vous démange. Tout cela, c'est de la pure hypocrisie et le mensonge. Mais sans cela, la vie en communauté serait impossible. Un gamin demande à son grand-père, « Poupa, qu'est-ce que c'est que le mariage ?» Le vieil homme lui répond, « Le mariage, fiston, est la seule manière qui te permet de dormir avec ton ennemi dans le même lit. » Le mensonge est partout. Dans les déclarations des uns et des autres, dans le quotidien et surtout dans l'histoire. Sur les 150 millions de kilomètres carrés qui composent la surface immergée de la planète, il n'existe pas un lopin de terre qui ne soit souillé par le mensonge des hommes. Il n'existe pas une parcelle de terrain où le mensonge n'a pas fait son bivouac.
Imaginez par exemple si la liste des 10 commandements de Moïse soit affichée dans un tribunal à Tel Aviv. C'est toute la structure du bâtiment qui dégringole sur les occupants. Voyons voir le premier commandement. Tu aimeras Dieu par-dessus tout. La bonne blague. Comme disait un historien israélien, Ilan Pappé, la plupart des sionistes ne croient pas que Dieu existe. Ils ne croient pas que Dieu existe. Mais ils croient qu'il leur a promis la Palestine. Deuxième commandement. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Les sionistes le prononcent, juste pour s'assurer la soumission de l'Occident à leur dessein. Cinquième commandement. Là, tout vole en éclats. Tu ne tueras point. Israël tue. Israël tue allègrement tout azimut. Sixième commandement. Tu ne commettras pas d'acte impur. Comment cela peut-il être possible? Quand Israël a dans ses rangs, meilleur Habib, un pur produit de cochonaille. Septième commandement. Tu ne voleras pas. Alors que la raison d'être fondamentale d'Israël, de l'État d'Israël, repose sur le vol des terres palestiniennes. Huitième commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages, ni ne mentiras. Sur ce chapitre, je laisse la parole aux scientifiques de la physique, des maths et de la logique. Moïse, avec un simple bâton, a ouvert la mer devant les tribus juives. Allez-y. Allez-y, dites-nous que votre science est le produit des chiottes. Alors là, le dixième commandement, le dernier, c'est carrément de la folie furieuse. Vous ne devez pas convoiter la propriété d'un autre homme. Ce dixième commandement est une perle d'absurdité. Que fait Israël depuis bien avant 1948? Avant la création de l'État d'Israël. Sinon, tuer les Palestiniens pour leur prendre leur maison. Tout le monde le sait et tout le monde se tait. Voilà pourquoi je vous disais que les 10 commandements ne peuvent être affichés dans une cour de justice en Israël. Parce que leur mensonge pue à plein nez. Cependant, il y a une chose très importante dans la Torah, celle qui est à la base de la Torah, car celle-ci précise clairement qu'enfreindre une des lois, c'est enfreindre la loi entière de la Torah. Mais nous savons tous que le sionisme est opportuniste. Il ne respecte la Torah que dans la mesure où celle-ci valide ses actes. Yitzhak Rabin, premier ministre de l'État d'Israël, et Yasser Arafat, président de l'OLP, ont signé les accords d'Oslo en 1993, qui visaient à établir un pays et une autonomie palestinienne. En 1994, tous les deux ont reçu le prix Nobel de la paix. Et en 1995, Rabin est assassiné par un juif extrémiste téléguidé par l'extrême droite qui refusait la paix. Aujourd'hui, les commanditaires de cet assassinat sont au pouvoir, Netanyahou et ses partisans. Vous savez, la politique est un moyen pour les hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. Voltaire.
Israël, avant 1948, utilisait le terrorisme contre la présence britannique en Palestine pour les chasser et prendre leur place. Des attaques à l'explosif contre des institutions et des civils britanniques. Par des leaders comme Ben Gurion, Yitzhak Shamir ou Menachem Begin. Ces mêmes personnes qui sont devenues des chefs d'État par la suite. Alors, avant de juger les terroristes d'aujourd'hui, souvenons-nous de ceux d'hier qui ont fait peau neuve. Et c'est grâce aux terroristes d'hier qu'Israël existe aujourd'hui. Un peuple qui abandonne un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Benjamin Franklin. Maintenant, si on justifie tout ce qu'Israël fait à Gaza par le 7 octobre 2023, alors on peut justifier aussi le 7 octobre 2023 par tout ce qui a été fait et commis précédemment par Israël. Et ce 7 octobre 2023 est lui aussi justifié par le massacre commis par les sionistes à Haïfa en 1937. Le massacre commis par les sionistes à Jérusalem en 1937. De Haïfa encore en 1938. De Jérusalem encore en 1938. Bled Sheikh en 1939. Haïfa encore et encore en 1939. L'hôtel King David en 1946, où beaucoup de Palestiniens sont morts. De Haïfa encore une fois en 1947. Aqqa en 1947. L'Abbasiyya en 1947. Bled Sheikh encore en 1947. El Khissas en 1947. Bled Al-Amoud en 1947. Jérusalem encore en 1947. Sheikh al-Bouraq en 1947. Jaffa en 1948. At-Tantoura en 1948. Dar Yassin en 1948. As-Saraya en 1948. Semiramis en 1948. Jérusalem encore et encore en 1948. Al-Arabiya en 1948. Lida en 1948. Ramla en 1948, etc. Tout ce que je viens de citer sont des massacres perpétrés contre les Palestiniens dans l'impunité la plus totale. Et là, je ne parle pas de la Nebqa et de Sabra et Shatila. La liste des horreurs du sionisme envers les Palestiniens est horrible et beaucoup trop longue. Alors, comment ne pas justifier le 7 octobre 2023? Vous savez, les empires, tous les empires ont commis des génocides envers l'humanité. Par exemple, l'empire néerlandais a causé plus de 3 millions de morts. L'empire du Japon, plus de 4 millions de morts. L'empire italien, plus de 9 millions de morts. L'empire du Portugal, lui aussi, plus de 9 millions de morts. L'empire d'Espagne, plus de 10 millions. L'empire germanique, plus de 12 millions. L'empire belge, plus de 15 millions. L'empire français, plus de 30 millions. L'empire américain, plus de 80 millions. L'empire britannique, plus de 130 millions. Et dans tout ça, où sont les musulmans? L'histoire ne retient aucun génocide perpétré par ces derniers. Vous savez, énormément de conflits actuels trouvent leur origine avec l'Empire britannique. Au Pakistan, en Inde, en Chine, au Moyen-Orient, à Chypre, etc. Parce qu'il a été l'empire le plus puissant pendant plus de 2 siècles. Les Anglais ont laissé des conflits partout où ils sont passés. Partout. Le génocide qui se déroule actuellement en Palestine. L'une des raisons majeures est qu'en 1915 et 1917, les Britanniques ont promis cette terre à 3
nations différentes. 3. Dans les correspondances de MacMahon, les Britanniques l'ont promise aux Arabes en leur disant « Vous combattez les Turcs avec nous et elle est à vous ». Puis ils ont négocié le traité Sykes-Picot pour dire aux Français « C'est à vous ». Et ensuite, dans la déclaration Balfour, Arthur Balfour en 1917, ils ont dit « C'est un foyer national juif ». Donc les Britanniques ont promis 3 fois le même territoire à 3 nations différentes sur une terre qui ne leur appartenait même pas. Au lendemain du procès de Nuremberg, les États en présence ont juré plus jamais ça. Là, il parlait du comportement des nazis envers tous les humains, pas uniquement les juifs. Et pourtant, l'horreur à Gaza dépassait de loin les procédés crapuleux des nazis. Satan n'étant pas disponible pour l'instant, pas de souci. On a Tony Blair, celui qui porte le nom en diminutif d'un blaireau dont il a la gueule, pour administrer avec les sionistes la Palestine, toute la Palestine. De 1933 à 1945, les nazis disaient que les Juifs n'étaient pas des êtres humains. Aujourd'hui, les Juifs disent la même chose des Palestiniens, ce qui montre qu'ils étaient à bonne école. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le trait d'union qu'il y a entre judéo-chrétiens? Depuis plus de 1500 ans, qu'on voit ce trait d'union se glisser dans les écrits par-ci, par-là. De quoi est-il fait, ce trait d'union? D'harmonie, de justice ou de coexistence pacifique? Au vu de l'histoire, il est fait de sang et de douleurs répétées, depuis les croisades jusqu'à tout récemment avec le nazisme. Et ça, c'est l'essentiel du judéo-chrétien. Les relations du judéo-chrétien sont sanglantes, surtout pour le peuple juif. Tout le temps pourchassé par les chrétiens. Par contre, il y a eu une relation harmonieuse et pacifique judéo-musulmane. Mais de cela, motus et bouche cousue, on n'en parle pas. Dans les années 50, il y avait 11 communautés religieuses qui vivaient en parfaite harmonie au Liban. Vient le sionisme et c'est toute la marmite qui saute. Distribution des armes par Israël aux factions et c'est l'embrasement des communautés. Stefan Hessel avait dit « La paix pour Israël ressemble à la bicyclette d'Einstein. S'il cesse d'avancer dans la spirale de la violence, il perd l'équilibre et chute. » Il a dit aussi « La guerre, la corruption et le crime sont le souffle qui maintient Israël debout. La paix signerait la fin. » Dans l'histoire, les Arabes ont toujours soutenu les Juifs. Mais comme vous le savez, le jour où l'aveugle retrouvera la vue, la première chose qu'il fera, c'est de jeter le bâton qu'il a toujours soutenu. À la prochaine. Ciao.